bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro des mercredis de la CPTS. On est début mai, c'est le printemps, donc les hormones sont au feu. À ce propos, nous allons parler endocrinologie. Alors, on va focaliser sur la thyroïde. Alors, la thyroïde, c'est cette petite glande qui est devant notre cou et qui joue un rôle central dans la régulation de notre métabolisme via la sécrétion de deux hormones, T3 et T4. Et comme toute organisation, il y a souvent un N+1, donc au-dessus de la thyroïde, il y a l'hypophyse, et l'hypophyse sécrète la TSH qui va réguler la sécrétion de T3 et T4. Donc souvent, quand il y a une anomalie de TSH, il y a une pathologie derrière et il y a une conduite à tenir. Donc pour parler de tout cela, nous avons la chance d'accueillir le docteur Emmanuel Bourinet, endocrinologue au centre hospitalier de Dax. Donc bienvenue, merci de ta présence. Alors, est-ce qu'elle est vraiment anormale, cette TSH? Effectivement, on parle de TSH, donc en dehors des valeurs de référence du laboratoire. C'est un problème très fréquent puisque il est vrai que la TSH fait partie de beaucoup de bilans biologiques un peu à titre systématique. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut toujours faire appel aux spécialistes ou pas, et qu'est-ce qui est important lorsque, si vous faites appel à nous, qu'est-ce qui est important d'avoir comme information, la grossesse, l'âge et la thérapie en cours, et il y a quelques pièges. Voilà, donc on ne parle pas d'hyper ou d'hypothyroïdie quand les gens sont traités déjà par hormones thyroïdiennes, c'est simplement que le traitement est inadapté, soit surdosage, soit sous-dosage, et donc voilà, on ne parlera pas de ce problème-là. Et surtout, un petit piège qui est important, si on a affaire à une hypothyroïdie centrale, ce qui est assez rare, mais ça arrive, il ne faut pas se fier à la TSH pour ajuster le traitement. L'HAS a fait des recommandations en 2022 qui sont très bien faites, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous en faire part. Parce qu'elles ne sont peut-être pas très connues finalement. Et donc c'était sur la prise en charge notamment des hypothyroïdies, enfin de toutes les dysthyroïdies, hypo, hyper. On va commencer par les hypothyroïdies chez l'adulte, en population donc générale, et puis après on détaillera un petit peu. Donc en dépistage d'une anomalie, on ne fait que la TSH. La T4, on la fera plus tard. Faites la TSH, ça suffit. La T3, c'est exceptionnellement utile. Et on n'a jamais le feu, hein. C'est très rare qu'on ait une urgence vitale, donc on a le temps de compléter le bilan et on fait les examens en cascade comme c'est recommandé par la HAS. Donc, face à une TSH supérieure à la valeur normale, eh ben, on va vérifier qu'il y ait ou non des signes cliniques, prise de poids, syndrome dépressif, asthénie, frilosité, etc. Il peut y avoir des signes biologiques évocateurs également, une anémie macrocytaire, une dyslipidémie, et évidemment un terrain particulier, un traitement par amiodarone ou un traitement par lithium. Tout ça, ça fait partie des choses dont il faut tenir compte. Donc, l'HAS distingue plusieurs catégories. On va partir sur l'exploration chez l'adulte de moins de 65 ans. Donc, lorsqu'on suspecte une hypothyroïdie primaire, soit examen clinique, soit situation particulière, eh bien, le seul paramètre à doser, c'est la TSH. Si la TSH est supérieure à 10, à ce moment-là, on complétera par une T4. Si la TSH est dans l'intervalle de référence, enfin est supérieure à l'intervalle de référence et inférieure à 10, il n'y a pas le feu au lac. On redose la TSH à 6 semaines et on voit. Si la TSH est normale, eh bien, on arrête les explorations. Si toutefois la TSH est toujours supérieure à l'intervalle de confiance, eh bien, de référence, pardon, on fait la T4. La T3, à ce stade, n'est absolument pas recommandée. Et puis après, donc, ça vient. Le diagnostic, donc, lorsque la TSH supérieure à 10 et la T4 inférieure à la valeur normale, on est face à une hypothyroïdie avérée. Quand la TSH est supérieure à l'intervalle de référence, mais la T4 normale, on parle d'hypothyroïdie fruste. Et là, on peut faire les anticorps. C'est vrai que c'est intéressant, mais il ne faudra pas les renouveler s'ils sont positifs. Les anticorps antithyroperoxydase, si c'est positif, c'est que ça signe une thyroïdite d'Hashimoto. Voilà, on est content, on a le nom de la pathologie, mais il faudra traiter. Si c'est négatif, on peut être amené, si vraiment on a une forte suspicion
de pathologie auto-immune à faire les antithyroglobulines, mais ce n'est pas obligatoire. Quid de l'échographie? Eh bien, elle n'est pas utile de manière systématique dans la prise en charge du patient atteint d'hypothyroïdie. Il y a déjà eu une autre recommandation de l'HAS par rapport à ça. Elle est indiquée en cas d'anomalie à la palpation cervicale ou de signes compressifs et elle peut se discuter si la TSH est élevée avec des anticorps négatifs ou si le résultat est susceptible d'influencer la prise en charge. Voilà. Évidemment, on va plus facilement faire une échographie lorsque la palpation est difficile ou en présence de facteurs de risque de cancer ou d'anxiété persistante du patient. Ça arrive, c'est vrai qu'il y a un petit stress des patients. Alors, juste pour faire un petit focus sur les principaux facteurs de risque de cancer de la thyroïde, eh bien, quand les patients ont des antécédents d'irradiation thérapeutique ou accidentelle de la tête et du cou durant l'enfance ou l'adolescence, ça c'est un vrai facteur de risque. Les antécédents familiaux de cancer au premier degré, les maladies génétiques rares, il y en a, c'est vraiment rare, mais bon, il faut savoir que ça existe. Voilà. Alors, on était sur le diagnostic, maintenant on va rapidement passer au traitement. Lorsque la TSH, lorsqu'on est face à une hypothyroïdie avérée, eh bien, le traitement de référence est la lévothyroxine en monothérapie, avec, donc, dans le cadre du suivi, on dose la TSH 6 à 8 semaines après le début du traitement. Et l'objectif, c'est qu'il y ait 2 résultats de TSH dans l'intervalle de référence, à la même posologie à 3 mois d'intervalle, et du coup, c'est la bonne dose. La T4, on ne la recommande pas en routine, hein, la TSH suffit largement. Si le patient est équilibré, eh bien, on fait une TSH annuelle. Si c'est instable, on peut être amené à rechercher des causes. Là, l'intérêt peut-être de faire appel aux spécialistes se justifie. Et puis, dans le cadre d'une hypothyroïdie fruste, là, ça se discute aussi. Soit parce que en fait, l'hypothyroïdie fruste, en principe, le traitement est à discuter et on verra si on peut arrêter le traitement éventuellement selon les possibilités. Voilà. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est assez récent comme information. Chez la personne âgée de plus de 65 ans, il y a quand même des recommandations un peu différentes d'avant. C'est-à-dire que maintenant, la TSH normale n'est pas normale à tous les âges la même. Elle n'est pas la même normale à tous les âges. C'est-à-dire que, pour faire simple, donc à partir de 65 ans, on va élever la borne haute normale. C'est-à-dire que, en gros, il faut... Si vous divisez l'âge par 10, vous avez l'objectif de TSH. Voilà, donc entre 65 et 69, la borne haute, elle est à 6, 70, 79, 7, etc. Donc, ça peut être intéressant quand même de se dire que ne pas surtraiter, en fait, particulièrement les sujets âgés. On peut tout à fait être beaucoup plus large là-dessus. Quand elle est avérée, eh bien, on traitera, hein, on vérifiera quand même et on traitera. Et puis, bien sûr, on surveille comme d'habitude. Voilà. Alors, chez le patient qui est sous amiodarone, lorsqu'on est en hypothyroïdie sous amiodarone, ce n'est pas nécessaire de stopper le traitement, ce qui est complètement différent de l'hyperthyroïdie à l'amiodarone. Par contre, on va faire une surveillance plus rapprochée si on a une TSH un petit peu haute, une T4 normale, parce que la TSH peut vite monter sous amiodarone. Donc, on rapproche un peu la surveillance et on n'hésite pas à traiter si la TSH s'envole. Voilà, toujours objectif de TSH après 65 ans, l'âge inférieur à 10, sachant que sous amiodarone, ils sont souvent à plus de 65 ans. Donc, il n'y a jamais urgence pour traiter en dehors de l'amiodarone où il ne faut quand même pas trop traîner parce que le coma myxédomateux ne survient pas très rapidement, j'en ai pas vu beaucoup dans ma carrière. Le cas particulier du lithium, eh bien, lorsque les patients doivent être traités par lithium, il faut faire une TSH, une T4 avant l'instauration du traitement, corriger l'hypothyroïdie si elle a lieu avant de démarrer et surveiller quand même un peu plus régulièrement durant tout le traitement, TSH, T4.
Alors, petit piège, si la TSH est très élevée, donc autour de plus de 50, plus de 100, on aime bien être informé parce que en fait on a un risque théorique mais qui existe quand même d'insuffisance surrénalienne associée à l'hypothyroïdie, et si on ne traite pas en plus par hydrocortisone, on peut générer une insuffisance surrénalienne aiguë. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute de l'hydrocortisone, mais bon, là l'avis au spécialiste est quand même préférable. Voilà. Cas particulier de la femme enceinte. C'est vrai que on a quand même un peu, on est un petit peu plus attentif à l'hypothyroïdie et la TSH au moment de la grossesse, parce qu'on sait que ça peut avoir des répercussions sur les enfants. Donc, s'il y a une hypothyroïdie qui préexiste à la grossesse, normalement, les patientes sont au courant. Dès le diagnostic de grossesse posé, il faut augmenter le traitement parce que les besoins en hormones thyroïdiennes augmentent durant la grossesse. Donc, il faut prendre un comprimé et demi de la dose qu'elle prenait avant, et puis ensuite une surveillance mensuelle, objectif TSH inférieur à 3. Lorsque là, c'est différent. On dose une TSH chez une femme qui est en début de grossesse, par exemple, et qui a des facteurs de risque. Si la TSH est inférieure à 2,5, c'est bon, on est dans les clous, on est bien. Si la TSH est supérieure à 2,5, là, ça peut être intéressant de doser les anticorps antithyroperoxydase, parce qu'on imagine peut-être que la TSH va monter durant la grossesse et où il peut y avoir un risque de fausse couche. Ce n'est pas tout à fait certain, mais le fait d'avoir des anti-TPO positifs peut favoriser les fausses couches. Donc, on va essayer d'avoir un objectif de TSH un peu plus, peut-être un peu plus faible que 4, par exemple, si elle est supérieure à 4. On va traiter plus facilement. Ça, c'est pareil, ça peut donner lieu à un avis spécialiste. Et les sages-femmes nous font souvent appel à nous, notamment via la plateforme de téléexpertise OmniDoc. C'est vraiment quelque chose qui peut être facilement accessible, et on répond en général en 72 heures, même moins. Vous répondez vite. On répond vite, oui, voilà, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, ça peut être intéressant. Voilà, si la TSH est entre 2,5 et 4, eh bien, le dosage des anti-TPO peut être intéressant également. Et on peut traiter, après il ne faut pas surtraiter non plus, mais l'objectif est d'être autour de 2,5 de TSH durant toute la grossesse, assez intéressant. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux hyperthyroïdies. Donc les signes cliniques, vous les connaissez: amaigrissement, alors appétit conservé, thermophobie, sueur, tachycardie, palpitations, bref, vous connaissez ça. Bien sûr, il y a toujours les terrains particuliers, le traitement par l'amiodarone, le traitement par l'idium et la grossesse. Évidemment, il va falloir en parler aussi au cours de la grossesse. Donc, lorsque on a affaire à des adultes de moins de 65 ans qui ont une suspicion d'hyperthyroïdie primaire, eh bien, on dose une TSH, juste la TSH au départ, sauf si vraiment il y a un tableau clinique qui est sévère. Là, on peut d'emblée doser TSH et T4. Sinon, on fait en cascade. Donc voilà, soit la TSH est entre 0,1 et 0,4, là on redose. Voilà, on redose. Si la TSH confirmée basse, on fait la T4. Si finalement la TSH est normale, on laisse tomber. Voilà, donc TSH basse, T4 élevé, voilà, on est face à une hyperthyroïdie avérée. Hyperthyroïdie fruste, c'est la TSH basse, la T4 normale. Alors là, on peut doser éventuellement la T3, parce qu'il y a de rares cas d'hyperthyroïdie à la T3. Autant dire que ça ne changera pas la face du monde. Donc, on gérera comme une hyperthyroïdie fruste. Là, ce qui est intéressant, et souvent quand vous nous contactez par rapport à ce problème, on vous demande souvent de faire les TRAC. Alors les TRAC, c'est les anticorps antirécepteurs de la TSH. Dans certains labos, c'est TRAC, dans d'autres, voilà, bon, enfin bref, anticorps antirécepteurs de la TSH. Ça, c'est les anticorps qui sont spécifiques de la maladie de Basedow. Donc c'est vrai que ça, dans l'hyperthyroïdie, ce qui est important, c'est la cause
Hein, le traitement dépend vraiment de la cause. Donc nous, on a besoin de savoir si on a affaire à une maladie de base d'eau ou si on a affaire à un adénome toxique ou un goître toxique. Ça, c'est important. Voilà. Mais ça, hyperthyroïdie avérée, avis spécialiste, il n'y a pas de problème. Et même en cas d'hyperthyroïdie fruste, si voilà, c'est pas un souci. Donc le traitement, je ne vais pas trop m'apesantir dessus, puisqu'on a vu que c'était en fonction de la cause, hein, le traitement dépend de la cause. Voilà, donc alors on peut envisager un traitement symptomatique, c'est-à-dire des bêta-bloquants non cardiosélectifs si vraiment c'est pas très bien supporté ce plan cardiologique. Mais voilà, donc ça va être, sans détailler trop, hein, si on a affaire à une maladie de base d'eau, c'est 18 mois de traitement médical par antithyroïdien de synthèse. Voilà, donc ça, on peut gérer, il n'y a pas de souci, parce qu'il faut surveiller les antithyroïdiens, il faut surveiller la numération, il y a un risque d'agranulocytose, etc. Bon, bref. Et si on a affaire à un nodule toxique ou un goitre toxique, eh bien là, on va plus s'orienter soit vers la chirurgie, soit vers l'iode. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu une affaire de spécialiste, on va dire, mais encore une fois, c'est une décision partagée. Hein. On est d'accord, bon, voilà. Après, ce qui est juste une petite particularité après l'iode, qu'on privilégie souvent chez les sujets âgés, parce que ça limite enfin, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas d'anesthésie. L'évolution de la TSH après l'iode est quand même un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir la surveillance longue de la TSH parce que ça peut générer une hypothyroïdie définitive dans les 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. Donc il faut bien avoir en tête que c'est pas comme une chirurgie où on enlève la thyroïde, on met de la L-thyroxine, mais bon, là c'est un peu différent. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, la T3 n'a pas un grand intérêt, sauf dans la substitution au cours des hypothyroïdies centrales. Donc les hypothyroïdies centrales, c'est des hypothyroïdies qui sont liées au problème de N1, comme disait André tout à l'heure. Hein. C'est le N+1 pardon, qui ne fonctionne pas, l'hypophyse. Donc ça veut dire qu'en fait la thyroïde ne travaille pas parce que l'hypophyse ne lui dit pas de travailler. Donc ça veut dire que la TSH, le dosage de la TSH n'est pas fiable dans ce cas-là. D'accord ? Donc là, on a dans ce cadre-là, il faut que la T3 soit normale et la T4 normale haute. Voilà. En général, ils sont suivis par un endocrinologue quand ils ont un problème hypophysaire. Donc là, par contre, voilà, juste un petit focus sur l'hyperthyroïdie à l'amiodarone. C'est vraiment une urgence endocrinienne. Ça peut vraiment mal tourner. D'autant plus qu'en général, le terrain sur lequel on met en place des patients qui sont sous amiodarone, eh bien évidemment, ils ont un cœur un peu fragile. Donc, et les traitements qui sont habituellement très efficaces dans la maladie de base d'eau, dans les goitres toxiques, etc., est beaucoup moins efficace dans les hyperthyroïdies à l'amiodarone. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Dès que la TSH baisse sous amiodarone, il faut la stopper, sachant qu'elle a un effet rémanent dans la mesure où elle est quand même, l'iode s'accumule, s'il y a des années d'amiodarone derrière, ça peut durer longtemps avant d'avoir éliminé toute l'iode liée à ce traitement. Donc voilà, recommandation de surveillance, TSH avant instauration de l'amiodarone, dans les 3 premiers mois après instauration, puis tous les 3 à 6 mois la première année, tous les 6 à 12 mois, et surtout, dès que ça baisse, on arrête et vous nous contactez. Voilà. Là, avis spécialiste, c'est important parce qu'on peut être vraiment en difficulté. Cas particulier de l'hyperthyroïdie de la grossesse ou en projet de grossesse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui a un antécédent de maladie de base d'eau est susceptible de refaire une maladie de base d'eau durant sa grossesse. Donc ça, on va être très vigilant là-dessus, sachant que les anticorps passent la barrière placentaire et donc peuvent être susceptibles d'entraîner une hyperthyroïdie fœtale. Donc, c'est assez fréquent d'avoir une TSH basse au premier trimestre. Cependant, ce n'est pas toujours une maladie de base d'eau, Dieu merci, c'est le plus souvent un problème en fait lié à une anomalie de récepteurs avec les bêta-HCG. Bon, bref, en général, ça se normalise dès le début du 2e trimestre, sauf si c'est une maladie de base d'eau. Donc, dès qu'on a une TSH basse au premier trimestre, on fait les anticorps anti-récepteurs de la TSH,
S'ils sont négatifs, on est à peu près sûr, mais on vérifie quand même tout au long de la grossesse qu'il n'y ait pas d'anomalie. Et si on doit traiter, parce qu'il faut traiter l'hyperthyroïdie une maladie de base d'eau pendant la grossesse, il faut la traiter, mais c'est du coup pas du tout les mêmes modalités que que les femmes ne sont pas enceintes, donc c'est puisque le traitement est RH. Bref, c'est vraiment un truc de spécialiste. Alors, des petits pièges, parce que c'est plus rare, mais ça arrive quand même, et notamment, c'est saisonnier, par exemple, la thyroïdite subaiguë de Kervin, qui est souvent liée à un virus, souvent au printemps, donc je n'en ai pas encore eu, mais ça peut arriver. Donc voilà, la thyroïdite subaiguë de Kervin, c'est pas exceptionnel, c'est un peu piégeux dans la mesure où il y a d'abord une phase d'hyperthyroïdie, qui est assez rapidement transitoire, et ensuite plus ou moins une phase d'hypothyroïdie. Donc, et en général, on ne traite pas la phase d'hyperthyroïdie. Elle est symptomatique? Elle est symptomatique, mais surtout, plus la thyroïdite, elle est douloureuse, en fait. C'est comme une grosse angine. Voilà, une angine. Ils peuvent avoir des douleurs articulaires, et le traitement, c'est plus les anti-inflammatoires ou les corticoïdes. La thyroïdite du postpartum, elle peut survenir bien longtemps après, enfin dans les 9 mois qui suivent, hein, donc ça c'est pareil. Il y a une phase d'hyperthyroïdie transitoire, une phase d'hypothyroïdie plus ou moins transitoire, elle peut être définitive. Donc ça, il faut y penser après la grossesse. Et puis, c'est vrai que parfois, il y a très rares cas, dans les thyroïdites d'Hashimoto, il peut y avoir une petite phase d'hyperthyroïdie, mais après c'est l'hypothyroïdie. Des fois, on passe complètement à côté. Ben voilà, j'ai bientôt fini là, voilà. Hein, j'ai l'impression d'avoir été très très vite. Non, on va doser la TSH, en fait, on va me doser la TSH, ouais. Donc en gros, il y a 2-3 urgences face à un taux de TSH anormal. L'hyperthyroïdie avérée à la corde à Aaron, avérée ou pas, même fruste à la corde à Aaron. La maladie de base d'eau, c'est vrai qu'en général, il faut traiter rapidement, mais bon, on les voit assez rapidement si vous si vous demandez un avis par Omnidoc, il n'y a pas de souci, on vous les voit rapidement, on met en place le traitement. La grossesse, donc évidemment, que ce soit hyper ou hypothyroïdie, ça c'est bien aussi de nous en parler. Autrement, il n'y a jamais urgence, il n'y a pas le feu au lac, on est tranquille. Et puis, donc, ce qu'il faut retenir, si je peux me permettre de faire un take-home message, voilà, après 65 ans, objectif TSH, âge divisé par 10, comme ça là, c'est facile à retenir. Chez la femme enceinte, inférieure à 2,5. En dépistage, la TSH, ça suffit largement. On attend bien 2 mois entre chaque changement de dose. Et en général, on change de 25 en 25. Parfois, on peut être amené à changer de 12,5 en 12,5, puisque maintenant, il y a des dosages intermédiaires. Mais 25 en 25, au départ, ça suffit largement. Pour affiner, on peut faire mieux. Le seul anticorps qui va nous être utile, c'est l'antirécepteur de la TSH. Les TPO ne sont pas utiles en urgence, aucune urgence de faire des anticorps anti-TPO. Et surtout, il faut ne pas les refaire. On ne les fait qu'une fois. Ils sont positifs, il y a une thyroïdite d'Hashimoto. Ils sont négatifs, ce n'est pas une thyroïdite d'Hashimoto. Et l'échographie n'est jamais urgente non plus. Voilà, je crois que j'ai tout dit, ou presque, et il va y avoir probablement plein de questions. Il va y avoir, alors déjà, merci pour ce sujet qui est vaste, mine de rien. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de problèmes de thyroïde à l'hôpital? Oui. Oui. Je me préférais non pour dire que les médecins généralistes en gèrent beaucoup. Alors, oui, c'est-à-dire... La question, c'est, il y a nos collègues nous appellent régulièrement pour des problèmes de TSH. On ne traite pas beaucoup ces problèmes. En fait, on les traite peu. En général, c'est plutôt surveillance, voilà. Il y a rarement le feu. Mais effectivement, c'est une pathologie fréquente. Oui, très bien. Alors, ce n'était pas une faute de frappe. C'est pas frustre. On dit frustre et pas frustre. Je tiens à le dire parce que souvent... Voilà. Il y a bien la frustration, mais le mot frustreux n'existe pas. Voilà, tout à fait. On est d'accord. Donc, comme tu l'as dit, c'est très... Alors, vous posez vos questions, on va essayer d'y répondre. Ce qui est intéressant, c'est que, comme tu as dit, c'est très vaste. Et nous, en tant que médecine de soins de premier recours, dans les nouvelles recommandations de nouveaux courriers de la CEPAM, on ne doit plus demander une TSH en bilan usuel. C'est-à-dire que ce qui se faisait avant, c'était « Docteur, je veux une prise de sang », et on mettait la TSH. On mettait la TSH. Pas forcément la T3 ou la T4, mais on mettait la TSH. Il y a eu un courrier. Alors,
le coût d'une TSH, c'est 8 €, j'ai vu, Oui, au niveau du laboratoire. C'est pas énorme, mais surtout, c'est comme tu dis, on fait une TSH basse, qu'est-ce qu'on en fait après? Ben, c'est Donc ça. voilà. Donc actuellement, si j'ai bien tout compris, on ne fait de TSH seulement s'il y a des signes cliniques, donc signes d'hyper ou d'hypothyroïdie. Tout à fait. On ne traite pas tant que ça. Est-ce qu'on a beaucoup de causes toxiques? Moi, je pense toujours à ça. Tous ces gens qui vont dans les salles de sport c'est l'été, pour avoir un body summer, Pour pour faire du... pour Voilà, être c'est beau, ça. qui prennent des compléments nutritionnels, qui prennent des protéines, est-ce que ça peut modifier la thyroïde? Alors les protéines, pas vraiment. Il faut tenir compte par contre des supplémentations en iode, parce qu'en fait l'iode est quand même un grand pourvoyeur. Voilà, quand on l'utilise d'une façon pas à dose, on va dire à dose pharmacologique et pas à dose nutritionnelle, ça peut quand même générer des anomalies. Par exemple, c'est assez classique que des patients qui ont un scanner avec injection d'iode se retrouvent à avoir une petite hyperthyroïdie derrière parce qu'ils ont une thyroïde pathologique et que voilà. Après, il n'y a pas de complément alimentaire à base d'iode, hein, je ne sais pas. Ça arrive aussi, on trouve de tout. Voilà, donc c'est le marin, donc n'en prenez pas avant l'été. Voilà. Donc il faut savoir se poser, ne pas surtraiter, si j'ai bien tout compris. On a évoqué la maladie d'Addison. Oui. Donc c'est une insuffisance surrénalienne. Voilà. Je pense que c'est la seule urgence médicale où il faut traiter presque avant d'avoir le diagnostic. Oui, enfin, c'est avant vrai, les prises de sang, ce qu'on a vrai, pris dans nos cours. c'est vrai. Est-ce que tu en as déjà eu? Alors en fait, quand est associé dans la même pathologie, donc on a une hypothyroïdie par thyroïdie d'Hashimoto et une maladie d'Addison, ça s'appelle un syndrome de Schmitt. J'en ai jamais vu. Mais des syndromes où il y a plusieurs maladies auto-immunes, ça c'est quand même plus fréquent. Donc dans le doute, ça ne pose aucun problème de mettre de l'hydrocortisone. Ça n'a jamais posé souci. Après, c'est une prise en charge spécialisée, on vous les doit. Oui, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Voilà, on répond quand même facilement. Oui. On n'a pas eu de néomercazole. Oui. C'est un antithyroïdien de synthèse. Oui, c'est ça, il y en a plusieurs en fait. Des fois, on a des... Or, si j'ai bien compris, la durée, c'est 18 mois. Dans la maladie de Basedow, les antithyroïdiens de synthèse, effectivement. Alors, il y a deux techniques en fait de traitement. C'est vrai que moi, je ne fais que le block and replace. Block and replace, c'est-à-dire qu'on met la même dose d'antithyroïdiens de synthèse pendant les 18 mois et on ajoute des hormones thyroïdiennes pour que les gens ne se retrouvent pas en hypothyroïdie. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu antinomique, on va dire, ou bizarre d'avoir et un antithyroïdien de synthèse et de la L-thyroxine, mais en fait c'est pour permettre d'avoir plus de chances de faire disparaître les anticorps à l'issue des 18 mois. En fait, l'objectif, c'est de faire disparaître les anticorps à l'issue des 18 mois. Quand on fait, il y a une autre méthode qui est en fait où on diminue la dose d'antithyroïdien, il y a un peu moins de chances de faire disparaître les anticorps, sachant que la maladie de Basedow est une maladie potentiellement récidivante. Donc ça peut revenir malgré le traitement. Ça peut rechuter, c'est-à-dire que si les anticorps ne sont pas négativés à l'issue du traitement, on n'arrête pas, mais on peut prolonger. Mais s'ils sont négatifs, ils peuvent réapparaître à l'occasion de stress ou autre. D'accord. L'iode radioactif, l'iode 131, concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que ça se fait à l'hôpital? Oui. Ça se fait, oui, pas à l'hôpital de Dax d'ailleurs, c'est soit à Mont-de-Marsan, soit à Bayonne, parce que c'est dans un service de médecine nucléaire. Et il faut auparavant faire une scintigraphie, en fait. De toute façon, souvent devant une hyperthyroïdie qui nous paraît un peu... ou c'est pas une maladie de Basedow. Quand c'est une maladie de Basedow typique, on ne fait pas de scintigraphie. Quand les anticorps sont négatifs, qu'il y a des nodules à l'échographie, on va aller vers la scintigraphie. Et c'est là où on peut... la médecine nucléaire, le service de médecine nucléaire peut proposer une dose d'iode forfaitaire ou en fonction de la... Bon, ça c'est de la cuisine de médecine nucléaire. Alors concrètement, ça se passe comment? Eh bien en fait, les gens vont... Je pose la question parce qu'on me l'a raconté, donc ça fait vraiment film de science-fiction, je te laisse raconter. Donc en fait, d'abord, scintigraphie, on donne l'accord, donc ils vont dans le même service, ils retournent donc dans ce service, et ils avalent alors soit une gélule, soit un liquide à base d'iode, et c'est tout. Et on les laisse repartir comme ça? Alors on les laisse repartir, mais il y a une petite subtilité, parce qu'ils deviennent radioactifs. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Voilà, ils deviennent radioactifs, et donc en fait, c'est vrai qu'il y a des petites précautions à prendre.
notamment sur l'élimination des urines, etc. Donc si les gens n'ont pas de protection, s'ils ne sont pas incontinents, ce n'est pas un problème. S'ils sont incontinents, c'est plus un problème parce qu'il faut stocker les protections pour ne pas les mettre dans la poubelle parce qu'elles sont radioactives. Alors en quelques jours, ça disparaît la radioactivité, mais c'est vrai que voilà. Et puis on dit aux gens de ne pas approcher trop longtemps les femmes enceintes ou des enfants petits. Ouais, des enfants petits. Mais tout ça, c'est bien noté. Très protocolisé. Voilà. C'est assez protocolisé, mais c'est vrai que ça peut paraître, dit, mais attendez, je suis radioactive. C'est ça, je suis radioactive. Alors, radioactivité, donc on va en reparler parce qu'il y a la Russie, il y a la guerre. On a souvent entendu avec le nuage de Tchernobyl qui avait des épisodes, des épidémies d'hypothyroïdie. Alors, en fait... Info ou Atox, comme dans les émissions... Atox, info. Bon, déjà, le nuage s'est arrêté à la frontière. Bon. Ça, je le sais. Il n'est pas arrivé jusqu'à Dax, donc il a épargné notre CPTS. En fait, la radioactivité des centrales nucléaires qui fuient, par exemple, c'est uniquement... Ça augmente, ça augmente la proportion de cancer de la thyroïde. Alors, comme les nodules... parmi les nodules, il peut y avoir des cancers. C'est vrai qu'il peut y avoir des nodules... Voilà, les nodules peuvent être cancéreux. Pour autant, on n'a pas réellement mis en évidence, mais on n'a pas les moyens pour le savoir, qu'il y ait une augmentation des cancers de la thyroïde en France. Pour autant, à Tchernobyl, oui, ça c'est sûr. Mais en fait, comme on fait beaucoup d'échographies cervicales, on détecte maintenant des petits nodules, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un surdiagnostic de cancer peut-être, mais qui sont diagnostiqués au stade précoce. Donc c'est toujours intéressant, mais bon... Et vivre à côté d'une centrale nucléaire, on n'a aucune preuve que cette émission est enregistrée, attention. En général, les populations qui sont à risque autour des centrales nucléaires bénéficient de gélules d'iode pour, en fait... en cas d'accident, prendre l'iode pour saturer leur thyroïde pour pas que le césium ou les trucs radioactifs se fixent sur leur thyroïde. Donc, oui, parce que moi je pensais qu'en cas d'accident, c'était les pharmaciens qui avaient un stock. Il y avait dans les crises sanitaires. Je ne sais pas si c'est les personnes, alors ça dépend peut-être du protocole et puis de l'environnement, enfin les kilomètres autour, le périmètre. Selon le périmètre, je ne sais pas. Oui. On a parlé de ne pas surtraiter, on a parlé des causes iatrogènes, on a parlé du lithium. Oui. Est-ce que tous les patients sous lithium ont un protocole pour leur TSH ou pas? Je ne sais pas, parce que en fait, c'est souvent... Enfin, moi, je n'ai jamais mis en place de lithium, c'est souvent les psychiatres quand même qui le mettent en place. Et comme il n'y a pas de psychiatres qui sont là, on peut se permettre de se lâcher. Je ne sais pas s'il faut des prises de sang sur le... C'est pas quelque... Enfin, en tout cas, on est interpellé régulièrement par rapport à ça. C'est pas très fréquent, en fait, les pathologies thyroïdiennes dues au lithium. D'accord. Par rapport à l'amiodarone, c'est beaucoup moins. Mais il y a peut-être beaucoup moins de patients sous lithium aussi. Oui, il n'y a pas le même âge aussi. Oui, aussi. Après, il doit y avoir Mais c'est vrai que il faut avoir la TSH facile quand les patients sont sous lithium et qu'ils ont des symptômes qui peuvent paraître un peu... On n'a pas de surveillance d'amiodarone, donc l'urgence, l'hyperthyroïdisme ou amiodarone, si j'ai bien tout compris. Moi, en tant que médecin généraliste, j'en fais une tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Alors, normalement, c'était... Voilà, tous les... Alors, au début, un peu plus, au moment de l'instauration. En général, c'est les cardiologues qui l'instaurent, donc ils surveillent. Et puis après, tous les 3 à 6 mois, quand même, c'est intéressant. C'est intéressant. Et dès que c'est bas, on vous l'envoie. Ouais, c'est ça. On a parlé, donc, on va parler sur les sujets que tout le monde a aimé, c'est le lévothyrox. Oui. Avec la fameuse période polémique où le lévothyrox a changé un peu sa formule. Oui, aujourd'hui, 2025. Alors, en fait, il y a vraiment, je pense qu'il y a eu vraiment, oui, voilà, il y a eu un problème de communication du laboratoire, c'est très clair. En fait, ils ont changé la formule. Ils ont changé la formule parce qu'il y avait du lactose dedans. Et pour les gens qui étaient intolérants au lactose, ça posait problème. Bon, mais ça n'a pas fait que... Ça a modifié quand même des choses. Et il y a des patients qui l'ont ressenti. Voilà. Il existe... Alors,
ils n'ont toujours pas supprimé l'ancienne formule du Levothyrox, puisque Donc, le Thyrox est encore disponible, mais tous les ans, ils nous disent ça va être supprimé, et finalement non. Mais il y a surtout un autre laboratoire qui fait cette formule, la L-thyroxine qui fait cette formule pérenne. Donc voilà. Après, ceux qui n'ont pas connu l'ancienne formule, je n'ai eu aucun problème avec la nouvelle formule de Levothyrox. Voilà. Mais c'est vrai que non, le laboratoire n'a pas été très... Comment dire? Je ne sais pas quoi dire. Ça n'a pas été très bon. Voilà, pour revenir sur ça, est-ce que comme on va dire la fourchette thérapeutique de l'opothérapie la marge thérapeutique est étroite. Est étroite. Est-ce que c'est justifié de ne pas substituer? Alors, de toute façon, je ne sais pas s'il y a des pharmaciens qui sont il y en a un, mais il mangeait, donc je ne sais pas si... mais normalement, même si on ne met pas non substituable, le patient peut exiger la forme non substituable et ne paiera pas la différence. Parce que c'est un médicament à marge thérapeutique étroite. D'accord, comme la digoxine. Après, c'est vrai que nous, on le met systématiquement. Pourquoi? En fait, c'est surtout pour ne pas changer de laboratoire d'une fois sur l'autre, en fait. Pour que ce soit toujours la même formulation, parce qu'il peut y avoir des différences dans les génériques. Donc, c'est vrai que le générique du Levothyrox, on ne l'aime pas trop parce que si c'est toujours le même labo, mais je crois que ce n'est pas toujours le même labo, ça change en fonction des tarifs, etc. Donc c'est vrai que nous on préfère parce que sinon c'est quand même, ça peut vite varier. Voilà. Donc, D'accord. Pour le dire aussi, parce qu'on a des infirmières qui nous écoutent, la prise du Levothyrox, c'est 20 minutes avant de préférence le matin, à jeun, oui, pour éviter les problèmes d'absorption si on mange en même temps. Donc c'est vrai que c'est mieux de le prendre un quart d'heure, 20 minutes au réveil. À la limite, ils ont leur petit comprimé sur la table de nuit, ils le prennent et puis après... D'accord. Voilà. Question bête, vraiment très bête. Est-ce qu'il faut être à jeun pour faire une TSH? Alors... Les questions qu'on pose, donc oui, je les pose. Alors, quand les gens ne sont pas traités par L-thyroxine, ça n'a pas trop d'impact. Après, en tout cas, sur la TSH, ça n'en a pas. Sur la T4, si on dose en plus la T4, ça a un impact. C'est-à-dire que si le patient a pris sa substitution avant de doser la T4, on va avoir une T4 un peu haute, mais c'est parce qu'on aura dosé le comprimé. Mais en soi, si on fait qu'une TSH, ça n'a pas d'impact. Après, il n'y a pas de biologiste peut-être non plus dans l'assistance, mais les biologistes, ils aiment bien que les gens soient à jeun. Oui, pour avoir mais après, comme je dis toujours, si vous ne mangez pas une choucroute au petit déjeuner, c'est rare. C'est assez rare. On peut avoir, mais c'est rare. Est-ce qu'il y a une différence entre la cinétique, voilà, parce que souvent je demande TSH et T4, est-ce qu'on a une différence entre la cinétique de la TSH et du T4 et des signes cliniques aussi? Oui, parce qu'il y a un petit il peut y avoir effectivement une différence de ressenti en fait, comment dire, la biologie n'est pas, enfin la clinique précède la biologie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des anomalies de ressenti alors que la TSH n'est pas tout à fait encore. Voilà. Après, nous on voit bien que la TSH, quand on traite une maladie de base d'eau par exemple, la TSH c'est le dernier paramètre à se normaliser. D'accord. Donc la T4 se normalise avant la TSH. Voilà. Après, quand tout est normal, en soi, voilà. Mais on le voit bien, nous, dans les traitements de ATF, enfin voilà, quand ils ont un traitement par antithyroïdienne synthèse, la TSH, c'est vraiment le dernier paramètre à se normaliser. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère faire nous-mêmes le suivi des antithyroïdiennes synthèse dans la maladie de base d'eau, parce qu'en fait, nous, on sait à quel moment il faut rajouter le L-thyroxine. On sait à quel moment il faut le faire, parce que sinon, il bascule vers l'hypothyroïdie, mais en fait, c'est un peu retardé. La TSH est retardée. Donc, s'il y a ce petit décalage, on a un patient qui est bien, cliniquement qui est bien, on fait une TSH parce qu'on fait une TSH... Parce qu'on ne devrait pas faire. Parce qu'on dit on va le faire dans le cadre du suivi, 2 fois par an, on lui fait. Voilà. On trouve une TSH soit trop... En fait, un peu anormal, mais cliniquement, il est bien. Bah, on refait. On refait une TSH. Et donc combien? 2 mois après? Oui, c'est ça, 6 semaines, 2 mois après. Voilà. Donc le patient éventuellement, en l'avertissant des symptômes qui pourraient présenter et qui pourraient faire que ça s'aggrave, en fait, avant de faire le contrôle. Dire, bon, ben voilà, si vous perdez du poids, ou voilà, selon si c'est plutôt TSH basse ou TSH haute, voilà, donner un peu
quelques conseils en disant, bon voilà, soyez alertés si vous avez un peu de ces symptômes, voilà. Parce que nous, c'est vrai que ce qu'on a souvent, c'est le patient est bien, une TSH modifiée, donc il nous dit, mon endocrinologue, mon médecin, mon ancien médecin, il faut changer. Et qu'on leur dit non, cliniquement vous êtes bien, on peut attendre. Est-ce que ça c'est... Quand ils sont traités ou quand ils ne sont pas traités? Quand ils sont traités. Quand ils sont traités, la TSH fait quand même assez référence. Hein, D'accord. C'est mieux de traiter... Enfin, quand ils sont sous L-thyroxine, par exemple, si la TSH n'est pas dans l'objectif par rapport à leur âge, etc., il vaut mieux quand même... sans attendre le côté clinique. Ouais. D'accord. Ouais. Ils sont traités, donc c'est un problème de dosage. Oui, il vaut mieux modifier. Et dans ces cas-là, quand le patient se sent bien, il peut ne pas bien se sentir plus tard, hein, donc ça peut être un peu décalé aussi. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là, plutôt que de changer de 25 en 25, là, ça peut avoir un intérêt de changer de 12,5. En fait, il y a 88... Alors ça, c'est l'évothyrox, mais ils le font tous? Si, L-thyroxine aussi le fait. Donc voilà, ils le font. Parce que Et puis, enfin, il y a d'autres formules. Hein. Il y a aussi TICAPS, enfin, qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, mais c'est des capsules molles, là, voilà. Et puis, Thyrofix, enfin, il y a plusieurs trucs. Enfin, il y en a plein qui... Voilà. Il y a plein de labos, en fait. Alors, des fois, ce qu'on voit, c'est l'évothyrox, lundi, mardi, mercredi, jeudi, la même dose, et le week-end, comme à l'époque des AVK, on change samedi, dimanche. Quand on connaît la demi-vie... Donc ça, c'est un truc, c'est... D'accord. Donc, quand on non, parce qu'en fait, avant d'avoir ces demi-dosages, des fois, on faisait un jour sur deux, par exemple. Mais là, avec les demi-dosages, franchement, il vaut mieux prendre tous les jours le même. C'est quand même plus simple. Une pause eau, et donc ça, c'est ce qu'on voit encore. Oui, bon, après, on ne change pas une équipe qui gagne non plus, mais c'est pas simple, parce qu'il faut qu'ils aient 2 boîtes de médicaments différents. Enfin, on a les chiffres sur l'observance? Je sais que les statines, c'est pas... Oui, non, c'est pour ça. Hop, je fais un petit tour des petites questions. Je pense qu'on a répondu à tout. Est-ce que on a thyroglobuline, ça se dose plus? Ça, c'est des questions entre mes... Alors, la thyroglobuline n'a un intérêt que lorsqu'on n'a plus de thyroïde, en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est un marqueur tumoral. Après un cancer de la thyroïde, c'est un très bon marqueur tumoral de récidive, par exemple, ou de savoir si on a été efficace ou pas quand on a enlevé la thyroïde. Ou voilà, c'est dans les cancers thyroïdiens qui ont été opérés, pour les patients qui n'ont plus de thyroïde, c'est un marqueur tumoral. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Et on fait thyroglobuline et anticorps, parce que s'il y a des anticorps, le dosage n'est pas fiable. Parce qu'en fait... Après, on est dans la spécialisée. Oui, voilà, là, ça, on passe la main. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci. C'était un plaisir. Toujours difficile au début quand la télécommande ne marche pas. Non, on a cru que la télé allait exploser ou une caméra, ça c'est l'effet manuel. Donc comme d'habitude, je vais vous dire les mêmes choses. Il est important pour nous de recueillir votre retour sur cet événement afin de pouvoir évaluer notre action et de l'améliorer pour les prochains mercredis de la CPTS. Je n'arriverai jamais à le connaître par cœur, et encore plus pour ce nouveau format, point d'exclamation. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Je n'ai pas de blague pour le mot de la fin, je ne sais pas. Il fait beau, voilà. On n'aura pas, contrairement à ce que j'ai dit, il n'y aura pas de guerre, donc vous n'avez pas besoin d'aller acheter des capsules de iode, ça doit le faire. Donc écoutez, merci beaucoup. Merci. Et merci à tous d'avoir suivi, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Mercredi de la CPTS. Bonne journée. Au revoir.